Et bonsoir Guillaume. Bienvenue, un CGP cryptophile, il n'y en a pas des milliers, lui a franchi le pas. Vous nous direz quelle approche patrimoniale des cryptos est possible alors que le krach fissure certaines certitudes. Laurent Pignot aussi nous accompagne pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Ah oui, alors on le disait, certaines certitudes fissurées. Quelle perspective pour la suite sur les cryptos? Le Bitcoin joue toujours autour des 20 000. Il était passé le week-end dernier sous les 19 000, sous la barre même des 18 000. Est-ce qu'à votre avis, le point bas est désormais passé sur le Bitcoin, Laurent? Oui, alors effectivement, Guillaume, le Bitcoin a chuté en dessous des 18 000 $ samedi, puis a rapidement rebondi pour repasser au-dessus des 20 000 $ dimanche soir. Et le Bitcoin s'échange actuellement autour des 20 800 $ en légère hausse actuellement. Alors, ce rebond technique à court terme ne veut bien évidemment pas dire que, pour autant que nous sommes sortis d'affaires sur le Bitcoin. La tendance de fond reste toujours très dégradée. Rappelons que depuis le sommet historique des 69 000 $, le Bitcoin a chuté de plus de 70%. Et depuis le début du mois de juin, le Bitcoin s'est délesté de plus de 30% de sa capitalisation. Et il se pourrait donc que le rebond que nous avons eu ce week-end soit tout simplement finalement une sorte de respiration, une sorte de pause dans cette tendance baissière de fond. Alors, sur les 10 derniers jours, les ventes à perte réalisées sur le Bitcoin, donc ce sont les investisseurs qui ont engrangé des moins-values sur leur position en BTC, le montant de ces ventes à perte sur 10 jours culmine à plus de 20 milliards de dollars. C'est tout simplement historique. Le Bitcoin, finalement, n'en finit plus de nous surprendre en explosant de nouveaux records, mais malheureusement, dans le mauvais sens pour le moment pour les crypto-investisseurs. D'ailleurs, juste avant d'arriver au point technique, un autre record a été battu concernant la durée durant laquelle le Crypto Fear and Greed Index, donc c'est l'indice qui représente le sentiment des investisseurs sur le marché, cet indice n'est jamais resté autant de temps dans l'extrême peur. Donc ça fait 1 mois et demi que le curseur est bloqué en bas dans cette zone d'extrême peur, donc ce sentiment des crypto-investisseurs. Donc, il faut aussi dire que le contexte macroéconomique est morose, celui que nous vivons actuellement. Il touche un grand nombre de secteurs, dont bien évidemment celui de la cryptosphère. Mais cette situation économique est inédite finalement dans la courte histoire du Bitcoin. Alors, techniquement, à court terme, quels sont les niveaux à surveiller? Bien évidemment, c'est cette zone des 20 000 $ qu'il va falloir surveiller. C'est le niveau, le cours du Bitcoin lors du sommet du marché haussier de 2017. Un niveau qui est donc forcément très surveillé par les acteurs du marché et qui pourrait faire office de support dans les prochains jours. Si ce niveau n'est pas défendu par les acheteurs, il y a de fortes chances que le cours plonge au niveau des 14 000 $. C'est le prochain support technique et c'est une zone qui représente finalement le sommet du cours du Bitcoin lors de l'été 2019. Et pour finir sur le Bitcoin, comme d'habitude, ayons aussi un scénario un peu plus positif en supposant que le pire est derrière nous. Le cours pourrait avoir trouvé donc son point bas sur les 18 000 $ ce week-end. Et à ce compte-là, pour valider ce scénario un peu plus positif, le Bitcoin va devoir donc forcément consolider autour de cette zone pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis retrouver avec force et avec volume le niveau au moins des 25 700 $ pour retrouver un signal vraiment positif, et puis dans un second temps les 30 000 $. Mais bien évidemment, nous sommes loin de ce scénario pour l'instant. Il va falloir être patient, attendre des signaux acheteurs avant de retourner cette fameuse tendance de fond qui est baissière et très dégradée, comme je le disais. L'Ether lui est passé sous les 900 avant de revenir graviter autour des 1000. Même question que sur Bitcoin, elle n'est pas sorcière la question. Est-ce qu'à votre avis, d'un point de vue technique, on a des signaux, des astres qui s'alignent pour nous permettre de penser que le pire est derrière? Laurent. Alors sur l'Ether, vous imaginez bien que la situation est plutôt obscure également. C'est un moins 75% depuis le sommet historique de novembre, un moins 45% depuis le début du mois de juin pour l'Ether. En plus de ça, l'Ether est dans sa 12e semaine de baisse consécutive, donc c'est bien évidemment aussi là un record pour l'Ether. Alors pour l'instant, l'Ether gravite autour de ces 1100 $, en se retrouvant plus bas qu'au moment du sommet du marché haussier de 2017, où l'Ether là avait atteint les 1400 $. Techniquement, le prochain support se retrouve au niveau des 800 $, si évidemment le prix psychologique, ce prix psychologique des 1000 $ venait à lâcher. Et avec une vision là aussi un peu plus positive pour l'Ether, pour redonner un signal franc haussier, bien évidemment les 1000 $ vont devoir être consolidés et conservés par les acteurs du marché. Et c'est uniquement une fois le seuil des 1400 $ franchi avec force et avec volume que nous pourrions reprendre un scénario un petit peu plus positif et renverser cette tendance de fond baissière, mais qui dépendra bien évidemment, comme je le répète régulièrement sur ce plateau, des agissements du cours du Bitcoin
drive globalement le marché dans son ensemble. Alors, vous nous alertez sur les seuils techniques, les signaux techniques sur un certain nombre de cryptos, pas qu'Ether et Bitcoin, et on rappelle, vos propos ne constituent pas des conseils d'investissement, et ceux qui veulent investir en crypto doivent le faire en étant prêts à perdre leur argent. On le répète à chaque fois, ça reste un marché quand même extrêmement volatile et spéculatif. Si on sort d'Ether et de Bitcoin, est-ce que vous voyez une autre crypto intéressante d'un point de vue technique pour nos auditeurs et téléspectateurs ? Oui, alors en restant bien évidemment prudent, comme vous le dites, ouais. Il y a le Matic de Polygon qui se retrouve sur une zone de support au niveau des 40 centimes, un niveau qui est intéressant d'un point de vue technique puisque finalement il représente un niveau de consolidation qui a duré 2 mois l'année dernière, durant le mois de mars et d'avril. Donc cette zone pourrait faire éventuellement office de support si encore une fois le Bitcoin ne vient pas se faire des frayeurs plus bas. Merci beaucoup. Laurent Pignot nous accompagnait depuis les bureaux de Zone Bourse. Bon après-midi. Laurent, Lilian Aliaga nous accompagne toujours pour Cryptost, ainsi que Louis de Froissart pour Montaigne, associé de Montaigne Conseil et Patrimoine. On va balayer l'ensemble de l'actualité du moment. Lilian, l'actualité se tisse devant nous, l'écosystème se dessine et parfois on voit que certains dessins sont des brouillons. On voit que dans l'univers crypto, la DeFi, il reste beaucoup de turbulences et de réglages à faire. Les baleines paralysent et mettent en danger la DeFi en ce moment, la finance décentralisée. Lilian, vous voulez en parler, nous alerter sur ce point, le rôle des baleines, le risque de paralysie et de mise en danger de la DeFi. Nouvel exemple avec la plateforme Solend sur la blockchain Solana. En effet, Valentin la semaine dernière parlait d'un exemple similaire sur Aave, le protocole sur la blockchain Ethereum, un équivalent avec une baleine qui menaçait l'ensemble de l'écosystème et donc le protocole. Et là, cette semaine, donc, c'est sur Solana. En fait, depuis, avec la baisse des cours des crypto-monnaies, il y a beaucoup de positions qui avaient été prises sur la finance décentralisée, qui étaient initialement, il y a quelques semaines, relativement saines et sécures, et qui se retrouvent aujourd'hui aux portes de la liquidation. Ça concerne beaucoup d'utilisateurs et ça concerne aussi des baleines. Et là, on parle donc d'une adresse qui détiendrait, qui aurait emprunté 100 millions de dollars d'USDC et d'USDT en déposant en collatéral 5,8 millions de Sol, donc le coin Solana. Sauf que cette position, elle viendrait à se faire liquider si elle tombait en dessous des 22 dollars. Alors actuellement, le cours du Sol est plutôt autour de 35 dollars, donc ça va. Mais il est tombé la semaine dernière à peu près vers 25 dollars, donc c'était assez risqué, ça a inquiété beaucoup de monde. La plateforme Solend, donc sur laquelle l'adresse aurait réalisé cet emprunt, a proposé via un vote on-chain de prendre la main sur cette liquidation et de réaliser elle-même la liquidation, donc de ne pas passer par le fameux protocole initial, de la réaliser elle-même pour permettre en fait que ces fonds soient sortis, on va dire, liquidés de manière plus correcte sans impacter trop le marché. Donc ça a été accepté à 95% par la communauté. Et le gros problème, c'est qu'en fait, on passe à côté du principe même de la finance décentralisée. C'est le principe de la décentralisation, où normalement on laisse les règles de la décentralisation fonctionner. Et là, ils sont passés à côté de ça. C'est une entité centralisée qui va elle-même venir liquider une position, si toutefois, bien sûr, il y a liquidation qui devrait arriver. Et vous le déplorez. Après, quand on dit mise en danger de la finance décentralisée, c'est sur ce point, pour ce cas-là, mais c'est pas général. Il y a... Si, vous dites... J'entends Louis qui dit si, là. Alors, pourquoi ? Parce que, imaginez une liquidation de 100 millions de dollars de Sol, ça engendrerait une baisse énorme du cours du coin de Solana. Et en plus de ça, la pool de liquidité Sol USDC, donc celle sur laquelle a été réalisé l'emprunt, est majoritairement composée des fonds de cette adresse. Donc, il y aurait difficulté à liquider cette position. Techniquement, ça serait compliqué. Et en plus de ça, comme on est sur une blockchain où les frais de transaction sont relativement faibles, comparé à Ethereum par exemple, les liquidateurs vont se ruer sur cette position pour justement aller la liquider. Sauf que ça pourrait congestionner le réseau et on sait Solana est quand même très fragile. Il y a eu plusieurs pannes, quasiment une dizaine de pannes depuis le début de l'année. Ça engendrerait nécessairement une panne de la blockchain. Donc voilà, ça ferait tomber peut-être tout l'écosystème DeFi sur Solana. Donc oui, il y a des risques parce que ça impacte directement le principe même de la finance décentralisée, mais aussi l'écosystème de DeFi sur Solana. Ouais, et le poids de Solana dans la DeFi, dans la finance décentralisée, il est important. C'est la 7e ou 8e position, c'est pas non plus énorme. Le vrai sujet pour moi, c'est déjà il y a un problème de gouvernance. C'est-à-dire que, en fait, on a dit 95% des gens ont voté, mais en fait, si on prend les adresses principales, c'est 45 à 50% des votes. Et on se pose la question si sur un certain nombre de votes, certains ne sont pas incentivés.
Voilà. Donc, on peut raisonnablement se poser cette question. Et qui, moi, me pose un problème de base sur est-ce que c'est vraiment une finance décentralisée ou pas. Mais je vais juste revenir de manière plus générale aussi. On a un dérisking du marché, c'est-à-dire les marchés cherchent à se dérisquer. Et ici, comme sur la blockchain, on ne peut pas avoir de position et de découvert. Ça veut dire que dès que mon collatéral s'approche trop, donc tout ce que j'ai mis en garantie s'approche trop de ma position, eh bien automatiquement je suis liquidé. Et c'est même pas c'est des bots, c'est des robots qui liquident tout seuls. Ouais. Et c'est là où il y a du coup ce château de cartes qui peut arriver. En 2008, c'était pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce qu'en 2008, quand Lehman Brothers est tombé, donc ici c'est l'UST qui est tombé, eh bien on a interdit les CDS sans contrepartie, on a interdit les CDO, on a mis tout un tas de règles. Vive la régulation en l'occurrence là. Non, j'ai pas dit. Pour le coup. Non. Je ne demande pas de la régulation. Je dis simplement que on compare deux situations souvent qui sont pas forcément comparables entre un écosystème qui se régule tout seul, bien sûr, voire même pour certains qui vont faire en sorte que ça tombe plus bas, et de l'autre côté, quelque chose qui est extrêmement régulé. Voilà, c'est ça ce que ça inspire aujourd'hui. Tout simplement, un état de fait. Pendant ce temps, la température monte aussi autour de Celsius. Celsius menacé, on en parle depuis maintenant un moment, d'insolvabilité. On en est où là-dessus, Lilian ? Alors là, il y a une actualité cette semaine qui a été assez amusante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de GameStop, la on en a beaucoup société qui avait justement été sauvée par sa communauté, qui avait investi en masse sur l'action pour faire tomber tous les fonds d'investissement qui parient à la baisse sur cette société. Eh bien, il y a un peu un équivalent qui est en train de se former actuellement sur Celsius. Parce que, comme vous le disiez, on en a déjà parlé ensemble plusieurs fois. Celsius a été menacé, en tout cas pointé du doigt pour insolvabilité vis-à-vis de ses clients, potentielle insolvabilité, notamment pour une mauvaise gestion des actifs de ses clients, des positions un peu trop risquées sur la DeFi et une surexposition à des actifs qui sont verrouillés, notamment le STETH, mais on ne rentrera pas trop dans le détail. Bref, la plateforme Celsius avait été obligé, face à ce vent de panique, de verrouiller, de suspendre les retraits, les transferts, les swaps sur son application. Et donc, nécessairement, la panique s'était encore plus développée et les utilisateurs en fait avaient essayé de fuir l'application. Donc le token Cell avait chuté de 75%, le token de la plateforme, en l'espace d'une journée. Donc ça, c'était il y a une semaine. Et si vous regardez le cours aujourd'hui, mais il est déjà bien plus haut que ce qu'il n'était avant toute cette affaire. Oui, c'est comme le rouble alors. Alors vous allez me dire pourquoi alors Est-ce que c'est... Non, je pense quand même pas. Mais vous allez me dire pourquoi est-ce que le cours du Cell se retrouve aujourd'hui plus haut ? Il n'y a rien qui fait que Celsius pourrait avoir reconquis la confiance de ses clients. En fait, la réalité, c'est qu'il y a eu quelqu'un sur Twitter qui est assez reconnu, un analyste de marché assez reconnu, qui a tweeté qu'il proposerait 20 millions de dollars à la personne qui saurait prouver que cette affaire Celsius est liée à une attaque d'une entité tiers. Et donc forcément, ça a lancé une tendance. Il a lancé le hashtag Cell Short Squeeze qui a été énormément repris, qui a fini en top tendance sur Twitter. Donc nécessairement, tous les traders se sont dit je vais essayer de profiter de cette opportunité pour acheter, pour faire de l'argent. Le cours du Cell a explosé, ça a liquidé tous ceux qui essaient de le shorter. C'est ce qu'on appelle un short squeeze finalement. C'est ce qui était arrivé sur GameStop. Et donc c'est ce qui est arrivé aussi sur Celsius. Donc en tout cas, la communauté a gagné cette bataille-là, mais ça ne veut pas dire que Celsius est sorti d'affaire, bien au contraire. Décidément, cet écosystème se banalise et ressemble de plus en plus au marché traditionnel. C'est une GameStopification là, de Celsius. En fait, il faut reconnaître une chose, c'est importante, on avait dit ça il y a 2-3 mois, not your key, not your coin. Les gens ont laissé trop de jetons sur un certain nombre de plateformes. Et ils nous disaient, mais non, ce sont des gens sérieux, ce sont des gens costauds, ainsi de suite. Ce matin, j'ai reçu un message de Binance me disant qu'ils arrêtaient certaines opérations et que le message d'après, ça sera peut-être moins de liquidité sur certains actifs. Donc j'y reviendrai sur ma partie, mais vraiment, il faut sortir vos jetons des plateformes quand vous pouvez le faire. Voilà ce que ça m'inspire. Voilà le conseil. Dans un instant, Louis, en effet, des conseils, des idées pour aborder cet univers des cryptoactifs de la façon la plus patrimoniale possible, apporter de la sagesse aux investisseurs qui nous suivent et nous regardent régulièrement dans ce rendez-vous du club BFM Crypto. Ce sera dans un tout petit instant. Juste avant, alors on le disait, il y a quelques signaux, là c'était pour plaisanter, néanmoins de ressemblance entre certains aspects de la crypto et les marchés traditionnels. On voit que les acteurs traditionnels de marché, d'ailleurs, s'emparent de tout ce qui est en train d'arriver à l'univers crypto. On voit même ProShares annoncer le lancement d'un premier ETF pour shorter le Bitcoin. En effet.
En effet, donc depuis lundi dernier, cet ETF a été émis par ProShares et il permet donc en effet de shorter le Bitcoin. C'est le premier, puisque jusqu'ici, on avait déjà des ETF Bitcoin, mais il permettait simplement de parier à la hausse de cet actif. Alors, petite parenthèse sur cet ETF, on n'est pas sur un ETF spot, toujours pas. La SEC refuse toujours le fameux ETF spot. On est sur un ETF qui est indexé au CME Bitcoin Future Index, donc les contrats à terme sur Bitcoin. On ferme la parenthèse là-dessus. Avec un peu moins de performance du coup pour les investisseurs. Avec un peu moins de performance et aussi un peu moins de résultats et sur le cours du Bitcoin derrière, bien entendu. C'est pour ça que les investisseurs crypto militent pour un ETF spot. Mais donc ce qui s'est passé évidemment, c'est que la sortie de cet ETF de la part de ProShares a été plutôt mal reçue par la communauté parce que dans ce contexte de marché baissier, ce contexte de bear market, évidemment l'ajout d'un outil qui permettrait à des investisseurs de parier à la baisse sur le Bitcoin et donc d'entraîner encore plus le cours du Bitcoin vers le bas, ça fait peur. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous faire penser que non, ça n'entraînera pas plus le cours du Bitcoin vers le bas. Déjà parce que si on prend dans l'histoire, le tout premier ETF Bitcoin qui est sorti, c'est d'ailleurs ProShares aussi qui l'avait émis il y a quelques mois et c'était au moment où Bitcoin valait à peu près $62 000. Donc évidemment, il avait permis à Bitcoin de monter un petit peu, mais ça ne l'a pas empêché de retomber aujourd'hui à $20 000. Donc, à l'inverse, cet ETF pour shorter Bitcoin, peut-être qu'il va pousser encore un petit peu le prix vers le bas, mais il n'empêchera pas la tendance générale de Bitcoin de reprendre, c'est-à-dire de repartir à la hausse à un moment donné. Et puis, de manière générale, tous les investisseurs expérimentés, gros portefeuilles ou institutionnels ont déjà les outils suffisants pour shorter le Bitcoin depuis bien longtemps. Donc, ce n'est pas l'ajout de cet ETF qui changera grand-chose, je pense. Ça ne vous inquiète pas? Moi, ça ne m'inquiète pas personnellement. Bon, Louis, en tout cas, on voit ces instruments se multiplier. Alors là, pour le coup, pour profiter des phases de forte baisse du marché du Bitcoin, tirer les marrons du feu au cœur de la crise. Quand on est investisseur, mais qu'on recherche la sagesse, essayer de trouver une approche patrimoniale des cryptos, quelles doivent être les priorités, surtout dans un bear market comme celui qu'on connaît? On est même passé un peu de bear market à crack market. En fait, on est dans l'univers d'un crack. Enfin, psychologiquement, les gens le voient comme ça. Et donc, il faut se poser un certain nombre de questions. Je vais commencer par 3 questions. La première, c'est est-ce que les fondamentaux ont changé? Oui, je sais, c'est la même chose qu'il y a un mois. Mais c'est une question qu'il faut se poser régulièrement. Les fondamentaux ont-ils changé? Non. Sur Bitcoin, ils n'ont pas changé. Ce sont toujours les mêmes. Il y a toujours une utilisation une adoption qui est en hausse, une utilisation qui est importante. Et le Bitcoin est toujours miné. Effectivement, il y a quelques mineurs qui ont un peu de mal à miner à ces prix-là, mais on le savait, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Ethereum, on sait cette année, c'est un choix très important de passer du minage à la preuve d'enjeu. Donc là, sur Ethereum, on peut avoir un petit doute, c'est-à-dire que les mouvements seront accélérés. C'est-à-dire que s'ils repoussent sans cesse le passage à la preuve d'enjeu, ça va accélérer la chute. Par contre, s'ils réussissent la preuve d'enjeu dans le courant de l'année, je pense que ça peut être un catalyseur à la hausse et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui suivront pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Et ensuite, il y a tout le reste. Et je dirais, est-ce que le crack peut avoir du bon sur tout le reste? D'abord, il faut noter que les investissements dans le Web3 n'ont jamais été aussi importants et ça continue à investir des milliards et des dizaines, voire maintenant, on a dépassé les 100 milliards d'investissements déjà sur 2022. Donc, ça continue à investir sur des projets et pas forcément sur des cryptos. Donc ça, c'est un fondamental important. Et en même temps, est-ce qu'il y a un côté positif? Est-ce que des trucs se cassent la gueule? Oui. Et il faut faire le ménage. On a vu tout et n'importe quoi. Et il est important que les idiots utiles ont été utiles parce qu'ils ont financé cette croissance, mais ils sont idiots parce qu'ils ont financé n'importe quoi. On a besoin des idiots utiles. Ils ont été là en 98, 99, 2000. Ils finançaient des pages, des portails Internet à des prix faramineux pour rien, mais en même temps, d'autres ont su prendre les bonnes adresses. Donc ça, c'est ça les fondamentaux. Et j'ai dit tout à l'heure, le troisième fondamental important, est-ce que j'ai mes cryptos moi-même? Est-ce que sur mon ledger, j'ai sorti mes cryptos de ma plateforme? Ça fait 3 mois. Je crois que le premier message qu'on a donné à nos clients, ça devait être en février. On leur a dit attention, pour être sur une année un peu compliquée, sortez vos cryptos et mettez-les sur le ledger. Aujourd'hui, je vois pas. De toute façon, dans tout ce que nous conseillons, nous, on peut le mettre dans le ledger. Pourquoi mettre sur ledger, particulièrement en phase de baisse des marchés? Parce qu'il y a des risques de liquidité si tout le monde veut sortir en même temps des plateformes centralisées. Voilà, par exemple, Celsius a bloqué les rachats et c'est pas la seule. Donc aujourd'hui, dans un marché haussier où tout le monde va bien, où tout le monde a du cash, il n'y a pas de souci, on va les récupérer ces cryptos. Dans un marché qui est éminemment baissier, on sait très bien qu'il y a des risques. Et vous voyez du positif dans ce crack des cryptos?
Il faut toujours voir du positif. D'abord, ça va permettre à ceux qui n'ont pas encore compris qu'il fallait rentrer sur Bitcoin ou Ether ou certains actifs de le faire. Ça va créer de nouvelles tentations. Enfin, honnêtement, nous, à plus de 60 000 $, on n'était pas très à l'aise pour dire à nos clients de venir dessus, franchement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise pour leur dire, oui, aujourd'hui, vous pouvez y aller non seulement en DCA, mais aussi aller mettre... Alors, il faut démocratiser. Il faut parler simple. DCA, c'est de l'investissement progressif. Voilà. Louis, je compte sur vous. Vraiment, il faut sortir de ce jargon des cryptos, là. Eh bien, tous les jours... C'est quand même une notion simple. Utilisons le français. Donc c'est l'investissement progressif. Aujourd'hui, on propose à nos clients, bien sûr, l'investissement tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois sur Bitcoin. Et depuis lundi, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur Ether. Voilà. Donc oui, on fait du DCA. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai eu quelques critiques, notamment sur le DCA. On m'a dit, ouais, Louis, en fait, le DCA, c'est l'investissement régulier pour les gens qui n'ont pas d'idée ou pas de stratégie. Ah. Alors j'ai dit, je vous remercie pour la question, elle est passionnante bien sûr, et je me suis livré à des petits calculs. Donc par rapport à mon dernier passage sur ce plateau, les gens qui avaient acheté en sortie de plateau, parce que j'avais été très convaincant, sont un peu perdants par rapport à la technique du DCA, puisqu'ils sont 10%, ils ont perdu 10% de plus que ceux qui ont fait du DCA. On rappelle DCA, l'investissement progressif en crypto. Donc ceux qui ont fait de l'investissement progressif sont gagnants de 10 points, et si on remonte de 2 mois, eh bien, à ce moment-là, ils sont gagnants de 30%. Voilà. Et donc, bien sûr que je vous ai toujours dit qu'on n'était pas sur les cryptos pour quelques jours ou quelques heures, on est pour quelques années. Et donc, le DCA, c'est un élément de base que l'on complète par des achats quand les valeurs sont intéressantes. Aujourd'hui, on a des niveaux intéressants, bien sûr qu'on complète. Bien sûr qu'on complète. Il y a encore un autre petit point, c'est un point fiscal, et j'espère que vous allez me poser la question. Alors justement, d'un point de vue fiscal, aujourd'hui, ok, les cryptos souffrent, etc. Ça offre d'éventuels points d'entrée. Après, chacun prend son risque et on rappelle qu'il ne faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Mais d'un point de vue fiscal, il y a aussi une opportunité en ce moment, une fenêtre qu'il faut prendre. Oui. En fait, c'est très drôle, c'est qu'avec le PEA, on a oublié les anciens réflexes des comptes titres. Alors sûr, ça ne nous rajeunit pas, mais bon, c'est le vieux sage avec la moustache blanche qui parle. Donc moi, quand je suis rentré dans ce métier, on faisait de l'acheter-vendu. C'est-à-dire que quand une valeur était en moins-value, qu'est-ce que l'on faisait sur son compte titre? On faisait une technique d'acheter-vendu, ou plutôt de vendre-acheter. Le même jour, on vendait la valeur et on l'achetait, et on encaissait une moins-value fiscale qui était reportable sur 10 ans. Qui fait que quand on sortait en plus-value de son compte titre, on sortait avec la moins-value qu'on venait imputer sur la plus-value. Exemple de la stratégie qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai du Bitcoin que j'ai acheté un peu haut, j'ai une moins-value Bitcoin. Je le vends et je l'achète le même jour. D'accord? Donc, je prends une moins-value Bitcoin. Mais je garde mon Bitcoin. Et puis, pour une raison ou une autre, en fin d'année, j'ai acheté du Matic. On nous a dit tout à l'heure d'acheter du Matic. Et sur le Matic, on n'a pas dit, on ne donne pas de conseils ici. On a parlé des niveaux techniques. On a parlé des niveaux techniques sur Matic. Et des gens se sont dit, tiens, c'est un bon niveau technique. Et j'achète du Matic. En fin d'année, j'ai une plus-value sur Matic. Je vends mon Matic. Et cette plus-value est gommée par mon acheté-vendu sur Bitcoin. Ah oui. D'accord. Ouais, technique optimisation fiscale. Et les optimisations fiscales des vieux, des geeks là. Les geeks, il faut écouter les vieux quelquefois. Oui, c'est vrai. C'est gratuit, c'est sur BFM Business. Non, mais intéressant, très intéressant. Ça fait un moment que vous travaillez, que vous évoluez dans cet univers de la gestion de patrimoine. Vous êtes un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine à moustache blanche, mais cryptophile, avant-gardiste. Lors de votre dernier passage, c'était il y a 28 jours, vous aviez recommandé justement l'investissement progressif quotidien sur Bitcoin. Et donc, c'est plutôt de la plus-value pour ceux qui ont suivi ce conseil depuis. En tout cas, le prix d'achat est bien meilleur, c'est-à-dire qu'on sera beaucoup plus vite en plus-value. C'est ça l'intérêt de la chose. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Louis de Froissart, associé pour Montaigne Conseil et Patrimoine, régulièrement à nos côtés, ainsi que Lilian Aliaga. Merci Lilian. Merci. Pour Cryptost, vous êtes rédacteur pour Cryptost. Et puis Laurent Pignot nous accompagne lui pour Zone Bourse. On est à vos côtés, on vous accompagne encore pour 1 heure et tout au long de cette soirée sur BFM Business. On a un président de la Fed un peu plus accommodant dans la tonalité de ses propos ce soir. Il s'exprime, Jérôme Powell, devant la commission bancaire du Sénat américain. Il explique que la croissance de l'investissement des entreprises semble ralentir, que l'immobilier résidentiel ralentit et un ralentissement en partie lié à la hausse des taux de crédit. Eh bien, les marchés se disent que l'action de la Fed semble peut-être commencer à porter ses